Imaginez un instant que tu ouvres un tiroir que tu n'as pas touché depuis des années. À l'intérieur, il y a des petits objets oubliés, des photos jaunies, des billets griffonnés à la hâte. Et tu te rends compte en les regardant que chacun de ces objets raconte quelque chose de toi, quelque chose que tu n'avais pas pris le temps de voir, quelque chose que personne ne t'avait jamais vraiment dit. C'est exactement ce que je voudrais faire avec toi aujourd'hui, ouvrir ce tiroir ensemble. Pas pour te juger, pas pour te diagnostiquer, mais pour regarder avec douceur, avec curiosité ce que certaines choses révèlent de qui tu es vraiment. Je suis Christophe André, psychiatre et psychothérapeute, et depuis de nombreuses années, je m'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur de nous, à ces petits signaux que nous envoyons sans le savoir, à ces comportements que nous répétons sans jamais nous demander pourquoi, à ces vérités que personne ne nous dit, parfois parce qu'elles sont trop subtiles, parfois parce qu'elles dérangent, et parfois simplement parce que personne ne les a encore formulées clairement. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi 60 de ces vérités, 60 observations sur la nature humaine, sur nos comportements, sur nos émotions, sur nos relations. Des choses que j'ai apprises dans mon cabinet, dans mes lectures, dans ma propre vie aussi, parce que je ne suis pas à l'abri de ces réalités dont je parle. Des choses que je trouve importantes, utiles, parfois libératrices, et je veux que tu saches quelque chose avant qu'on commence. Ces vérités ne sont pas là pour te faire sentir mal. Elles ne sont pas là pour pointer du doigt tes faiblesses, elles sont là pour t'aider à te comprendre mieux. Parce que se comprendre, c'est déjà se transformer. Parce que la conscience est le premier pas vers le changement, alors installe-toi confortablement, prends le temps qu'il faut et laisse-toi traverser par ce que tu vas entendre. Certaines choses te parleront immédiatement, d'autres te sembleront moins pertinentes. Et c'est parfait ainsi. Chacun de nous est différent. Chacun de nous a son propre tiroir. Commençons par quelque chose de fondamental. Quelque chose qui concerne presque tout le monde, mais que très peu de gens reconnaissent ouvertement. La première chose que personne ne te dit, c'est que tu es beaucoup plus influencé par ton environnement que tu ne le crois. Nous aimons penser que nos décisions viennent de nous, que nos choix sont libres, réfléchis, authentiques, mais la réalité psychologique est plus nuancée. Nous sommes des êtres profondément sociaux, profondément contextuels. La musique dans un magasin influence ce que tu achètes. La façon dont une question est formulée influence ta réponse. Les gens autour de toi influencent ton humeur, tes opinions, même ta façon de marcher. Ce n'est pas une faiblesse, c'est simplement la nature humaine, mais le reconnaître, c'est déjà reprendre un peu de pouvoir sur ta vie. La deuxième chose, c'est que ta mémoire te ment régulièrement. Pas par malice, mais par nature, notre mémoire n'est pas un enregistrement fidèle du passé. C'est une reconstruction permanente. Chaque fois que tu te souviens de quelque chose, tu le modifies légèrement. Tu ajoutes des détails, tu en effaces d'autres, tu réinterprètes selon qui tu es aujourd'hui. Cela explique pourquoi deux personnes peuvent avoir des souvenirs totalement différents du même événement. Et cela devrait nous rendre plus humbles, plus doux dans nos conflits relationnels. Peut-être que l'autre ne ment pas. Peut-être qu'il se souvient simplement d'une version différente de la réalité. La troisième chose que personne ne te dit, c'est que l'ennui est une ressource précieuse. Dans notre monde hyper connecté, nous fuyons la nuit comme s'il était une maladie. Dès qu'il y a un moment de vide, nous sortons notre téléphone, nous allumons la télévision, nous cherchons une stimulation quelconque. Mais l'ennui, psychologiquement parlant, est un espace de création. C'est dans ces moments de vide que l'esprit vagabonde, qu'il fait des connexions inattendues, qu'il trouve des solutions créatives. Les enfants qui s'ennuient inventent des jeux. Les adultes qui s'ennuient trouvent des vocations. Apprendre à tolérer l'ennui, c'est cultiver une forme de richesse intérieure. La quatrième chose, c'est que tu as tendance à surestimer ce que les autres pensent de toi. Il y a un biais cognitif fascinant qu'on appelle l'effet de projecteur. Nous avons l'impression d'être constamment observés, constamment jugé. Quand tu as une tache sur ta chemise, tu penses que tout le monde la voit. Quand tu dis quelque chose de maladroit, tu crois que tout le monde s'en souvient, mais la vérité, c'est que les autres sont bien trop occupés à penser à eux-mêmes pour te surveiller autant que tu l'imagines. Cette réalisation peut être à la fois humiliante et libératrice. Humiliante parce qu'elle réduit notre importance dans le regard des autres. Libératrice parce qu'elle nous affranchit d'une pression imaginaire. La cinquième chose que personne ne t'a dit, c'est que ta façon de respirer change ton état émotionnel en quelques secondes. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physiologie. Quand tu es anxieux, ta respiration devient rapide et superficielle, et cette respiration rapide renforce l'anxiété. C'est un cercle vicieux, mais le cercle peut aussi être vertueux. Ralentir consciemment ta respiration, inspirer profondément, expirer lentement, active le système nerveux parasympathique, celui du calme et de la récupération. En quelques respirations conscientes, tu peux littéralement changer ton état intérieur. C'est simple, c'est gratuit et c'est extraordinairement efficace.
La sixième vérité, c'est que la comparaison aux autres est l'une des sources les plus silencieuses de souffrance dans notre société moderne. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène à une échelle que nous n'avions jamais connue. Nous nous comparons en permanence et presque toujours défavorablement parce que les autres ne montrent que leurs meilleurs moments. Mais même avant les réseaux sociaux, la comparaison sociale était déjà un poison. La psychologie nous dit que notre bonheur dépend moins de ce que nous avons que de ce que nous avons par rapport aux autres. Et c'est là que réside le piège. La seule comparaison vraiment utile, c'est celle avec toi-même d'hier. La septième chose, c'est que tu n'es pas obligé de finir ce que tu as commencé si cela ne te convient plus. Il y a un biais très répandu qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables. Nous continuons à investir dans quelque chose, une relation, un projet, un emploi, simplement parce que nous y avons déjà investi du temps ou de l'énergie. Mais le passé est passé. Ce que tu as déjà dépensé ne reviendra pas, que tu continues ou non. La vraie question n'est pas combien tu as déjà investi, mais est-ce que continuer est encore bon pour toi aujourd'hui? Prenons un moment pour souffler. Ces premières vérités sont déjà riches. Je voudrais que tu prennes quelques secondes pour te demander laquelle de ces 7 observations te touche le plus, laquelle résonne avec quelque chose que tu vis en ce moment. Il n'y a pas de bonne réponse, il y a seulement ta réponse, et si ce contenu t'aide à mieux te comprendre, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Ça m'aide vraiment à continuer ce travail. Continuons. La huitième chose que personne ne te dit, c'est que le perfectionnisme n'est pas une qualité, c'est souvent une peur déguisée. Quand quelqu'un dit fièrement « je suis perfectionniste », il décrit en réalité une relation difficile avec l'imperfection, une peur d'être jugé insuffisant. Une conviction profonde que la valeur personnelle dépend de la performance. Le perfectionnisme procrastine, épuise, isole. Il empêche de commencer par peur de mal faire. Il empêche de terminer par peur que ce ne soit pas assez bien. La liberté commence quand on accepte que le fait bien vaut mieux que le parfait jamais terminé. La neuvième chose, c'est que les émotions difficiles ont une durée naturelle si on ne les combat pas. Une émotion non résistée dure en moyenne 90 secondes. C'est la psychologue Jill Bolte-Taylor qui a étudié cela. Le problème, c'est que nous résistons à nos émotions, nous les jugeons, nous les refoulons, nous les alimentons avec nos pensées. Et c'est cette résistance qui les prolonge parfois pendant des heures, des jours, des années. Apprendre à accueillir une émotion sans la combattre, c'est lui permettre de traverser et de partir. C'est l'une des compétences émotionnelles les plus précieuses que l'on puisse développer. La 10e vérité, c'est que ton cerveau est câblé pour remarquer le négatif plus que le positif. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Pendant des millions d'années, nos ancêtres devaient être plus attentifs au danger qu'au plaisir pour survivre. Un prédateur manqué pouvait être fatal. Un fruit sucré manqué? Non. Ce biais s'est inscrit dans notre biologie, mais dans notre vie moderne, il se retourne contre nous. Une critique efface 10 compliments, une mauvaise journée colore toute une semaine. Comprendre ce biais, c'est commencer à le compenser consciemment et en cherchant activement le bon, le beau, le positif dans notre quotidien. La 11e chose que personne ne te dit, c'est que tu peux changer à tout âge. La neuroplasticité, cette capacité du cerveau à se remodeler, est active tout au long de la vie. Certes, elle est plus intense dans l'enfance et l'adolescence, mais elle ne disparaît jamais. Des études montrent que des personnes de 70-80 ans peuvent développer de nouvelles compétences, modifier des habitudes profondes, transformer des schémas de pensée. Le cerveau est vivant. Il s'adapte et toi aussi tu peux t'adapter. L'idée que le caractère est fixé, que les gens ne changent pas, est l'un des mythes les plus dommageables de notre culture. La 12e chose, c'est que l'acte de nommer tes émotions les réduit. Il y a une pratique en psychologie qu'on appelle l'affect labeling, l'étiquetage des émotions. Des recherches en neurosciences ont montré que simplement mettre des mots sur ce que l'on ressent, dire je ressens de la peur, je ressens de la tristesse, je ressens de la colère, activer le cortex préfrontal et réduit l'activité de l'amygdale, le centre émotionnel du cerveau. Nommer une émotion, c'est déjà la réguler. C'est pourquoi parler, écrire ou simplement prendre conscience de ce que l'on ressent a un effet thérapeutique réel. La 13e chose que personne ne te dit, c'est que la solitude et la solitude choisie sont deux expériences radicalement différentes. Il y a la solitude subie, celle qui fait mal, celle de l'isolement, du sentiment d'être incompris ou rejeté. Et il y a la solitude choisie, celle qui nourrit, celle du recueillement, de la présence à soi-même, de la création. Apprendre à habiter sa propre solitude, à l'apprivoiser, à en faire un espace de ressourcement plutôt qu'un espace de vide, c'est l'une des grandes maturités psychologiques. Ceux qui ne supportent pas d'être seuls dépendent toujours des autres pour se sentir entiers.
La 14e vérité, c'est que ton corps garde la mémoire de tes émotions. Le psychiatre Bessel van der Kolk a écrit un livre magnifique intitulé « Le corps n'oublie rien ». Et c'est profondément vrai. Les traumatismes, les émotions non exprimées, les tensions chroniques s'inscrivent dans le corps. Dans la façon dont tu portes tes épaules, dans la tension de ta mâchoire, dans la façon dont tu respires. Prendre soin de son corps, bouger, danser, faire du sport, pratiquer le yoga ou simplement marcher, c'est aussi prendre soin de son psychisme. Le corps et l'esprit ne sont pas séparés, ils sont une seule et même réalité. La 15e chose, c'est que tu as tendance à confondre l'urgence et l'importance. Nous vivons dans une culture de l'urgence, tout est urgent. Les messages, les notifications, les demandes. Mais l'urgent n'est presque jamais le plus important. Ce qui est vraiment important, prendre soin de sa santé, entretenir ses relations profondes, travailler sur ses projets de vie n'est jamais urgent. Et c'est pour ça que ça attend toujours, jusqu'au jour où ça ne peut plus attendre. Réapprendre à distinguer l'urgent de l'important, c'est reprendre le gouvernail de sa propre vie. Voilà, nous en sommes à 15 vérités. Prenons un moment, je voudrais que tu remarques comment tu te sens en ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris, quelque chose qui t'a soulagé, quelque chose qui t'a mis légèrement mal à l'aise ? Ces malaises légers, si tu le ressens, c'est souvent le signe que quelque chose a touché juste. Et ces bons signes, continuons notre chemin ensemble. La 16e chose que personne ne te dit, c'est que l'empathie a des limites et que les respecter n'est pas de l'égoïsme. Il y a des personnes qui s'épuisent à prendre soin des autres, à absorber les douleurs du monde, à être constamment disponibles, et elles finissent par s'effondrer. L'empathie sans frontières mène à l'épuisement compassionnel. Prendre soin de soi n'est pas un luxe égoïste, c'est une nécessité pour pouvoir continuer à prendre soin des autres. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et si tu vides complètement ton réservoir, tu n'as plus rien à offrir. La 17e chose, c'est que le silence dans une conversation dit souvent plus que les mots. Nous sommes mal à l'aise avec le silence. Nous le moblissons, nous le meublons, nous l'évitions. Mais le silence est un espace de présence. Dans une relation profonde, savoir se taire ensemble sans malaise, c'est une forme d'intimité rare et précieuse. Et dans une conversation difficile, laisser un silence après une parole importante, c'est lui donner de l'espace pour raisonner, pour être vraiment entendu. La 18e vérité, c'est que tu te racontes une histoire sur toi-même et cette histoire te définit plus que tu ne le crois. Nous avons tous un récit intérieur, je suis quelqu'un qui réussit tout ce qu'il entreprend. Je suis quelqu'un à qui les choses n'arrivent jamais. Je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un de fragile. Ces récits ne sont pas la réalité, ce sont des constructions. Et le plus important, c'est qu'ils peuvent être réécrits. La thérapie narrative développée par Michael White et David Epstein repose entièrement sur cette idée. Changer le récit que tu te racontes sur toi-même, c'est changer ta vie. La 19e chose que personne ne te dit, c'est que la gratitude n'est pas naïve, c'est une pratique scientifiquement validée. Des dizaines d'études en psychologie positive montrent que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude, simplement en notant 3 choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes chaque jour, ont un meilleur bien-être, de meilleures relations, un sommeil plus profond et une plus grande résilience face aux épreuves. La gratitude ne nie pas les difficultés, elle leur donne une perspective. Elle rappelle au cerveau que le monde n'est pas que menace et manque. La 20e chose, c'est que tu as plus de contrôle sur ton attention que sur tes émotions. Nous pensons souvent qu'on ne peut pas contrôler ce qu'on ressent et c'est en partie vrai. Les émotions arrivent, mais on peut choisir où on dirige son attention. Et là où va l'attention, là va l'énergie. Si tu focalises ton attention sur tes problèmes, ils grossissent. Si tu la diriges vers tes ressources, elles grandissent. La méditation en ce sens est un entraînement de l'attention, pas pour supprimer les pensées, mais pour choisir consciemment où on place son regard intérieur. La 21e chose que personne ne t'a dit, c'est que l'humour est un mécanisme de défense de haute qualité. Freud lui-même l'avait identifié. Parmi les mécanismes de défense psychologique, l'humour est l'un des plus sains. Il permet de prendre de la distance avec la douleur sans la nier. Il permet de traverser des situations difficiles en gardant une certaine légèreté. Les personnes qui savent rire d'elles-mêmes, qui savent trouver le côté absurde d'une situation tragique, sont souvent celles qui s'en sortent le mieux. L'humour n'est pas de la légèreté, c'est une forme de courage. La 22e vérité, c'est que demander de l'aide est un signe de force, pas de faiblesse. Nous vivons dans une culture qui valorise l'autonomie, l'indépendance, la débrouillardise. Demander de l'aide est souvent vécu comme un aveu d'échec, mais psychologiquement, c'est exactement l'inverse.
Savoir identifier ses limites, savoir que l'on a besoin d'un autre, savoir mettre son ego de côté pour aller chercher du soutien, c'est une forme de maturité et d'intelligence émotionnelle. Les personnes les plus solides que je connais sont celles qui n'hésitent pas à demander de l'aide quand elles en ont besoin. La 23e chose, c'est que tes valeurs profondes, quand elles ne guident pas tes actions, créent une souffrance silencieuse. Il y a une dissonance psychologique douloureuse quand ce que tu fais ne correspond pas à ce que tu crois être important, quand tu passes tes journées à travailler pour quelque chose qui ne te tient pas à cœur. Quand tu restes dans une relation qui va à l'encontre de ce que tu considères juste, quand tu vis une vie que les autres ont choisie pour toi. Cette dissonance s'exprime souvent sous forme d'anxiété diffuse, d'un sentiment de vide, d'une fatigue inexplicable. Clarifier ses valeurs et s'y aligner, c'est l'un des chemins les plus directs vers une vie qui a du sens. La 24e chose que personne ne te dit, c'est que la façon dont tu parles à toi-même a un impact immense sur ta santé mentale. Nous avons tous une voix intérieure. Et pour beaucoup d'entre nous, cette voix est d'une sévérité que nous n'accepterions jamais d'un ami. Tu es nul, tu aurais dû savoir, tu n'y arriveras jamais. Imagine un instant que tu parles à un enfant de cette façon. Imagine l'impact que cela aurait sur lui. C'est exactement ce que tu fais à une partie de toi-même quand tu t'autocritiques sans compassion. La bienveillance envers soi-même n'est pas de la complaisance. C'est une condition nécessaire au bien-être et à la croissance. La 25e vérité, c'est que le changement durable ne vient pas de la volonté seule, mais de l'environnement. Nous croyons que pour changer, il suffit de vouloir, de se motiver, de se discipliner. Mais les recherches sur le changement de comportement montrent que l'environnement est bien plus puissant que la volonté. Si tu veux manger mieux, ne mets pas de biscuits dans tes placards. Si tu veux lire plus, pose un livre sur ta table de nuit. Si tu veux moins regarder ton téléphone, laisse-le dans une autre pièce. Concevoir son environnement pour qu'il soutienne ses intentions, c'est travailler avec sa psychologie plutôt que contre elle. Nous en sommes à 25 vérités, la moitié du chemin. Je veux te remercier d'être encore là, d'avoir pris ce temps pour toi. Si ce contenu t'est utile, pense à laisser un like et à t'abonner. C'est une façon simple de me dire que ce travail a de la valeur et ça m'encourage à continuer. Reprenons. La 26e chose que personne ne te dit, c'est que les relations toxiques ne sont pas toujours avec des personnes mauvaises. Parfois, deux personnes bien, deux personnes avec de bonnes intentions peuvent former une relation qui les abîme mutuellement. Ce n'est pas forcément de la malveillance. C'est parfois une incompatibilité profonde de besoins, de style d'attachement, de valeurs. Reconnaître qu'une relation est néfaste pour soi ne signifie pas que l'autre est un monstre. Cela signifie simplement que ce n'est pas la bonne relation pour toi. La 27e chose, c'est que le sommeil est l'outil de santé mentale le plus sous-estimé. Nous vivons dans une culture qui glorifie le manque de sommeil comme un signe de productivité. Je dors 4 heures, j'ai trop de choses à faire, mais la science est catégorique. Le manque de sommeil altère la mémoire, la concentration, la régulation émotionnelle, le système immunitaire et augmente le risque de dépression et d'anxiété. Une nuit de mauvais sommeil et le monde entier semble plus menaçant, plus insurmontable. Bien dormir n'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence. La 28e vérité, c'est que la plupart de nos peurs sont des anticipations, pas des réalités. L'anxiété vit dans le futur. Elle projette des catastrophes qui n'ont pas encore eu lieu et qui souvent n'auront jamais lieu. Mark Twain avait cette formule magnifique. J'ai connu beaucoup de malheurs dans ma vie dont la plupart ne sont jamais arrivés. Quand tu remarques que tu t'inquiètes, pose-toi cette question simple. Est-ce que ce problème existe maintenant en ce moment précis? Très souvent, la réponse est non. Et dans le présent, on a presque toujours les ressources pour faire face. La 29e chose que personne ne te dit, c'est que l'attachement que tu as développé dans l'enfance influence encore profondément tes relations adultes. La théorie de l'attachement développée par John Bowlby et Mary Ainsworth nous dit que la façon dont nos premiers caregivers ont répondu à nos besoins a créé des modèles internes de relations. Si tu as grandi avec des parents disponibles et c'est cohérent, tu as probablement développé un attachement sécure. Si les réponses étaient imprévisibles ou absentes, tu as peut-être développé un attachement anxieux ou évitant. Ces modèles ne sont pas des condamnations, ils sont des points de départ. Et on peut les transformer avec du travail, de la conscience et parfois de l'aide professionnelle. La 30e chose, c'est que la nature a un effet mesurable sur le bien-être psychologique. Ce n'est pas une intuition romantique, c'est de la science.
Des études montrent que passer du temps dans la nature, même 20 minutes dans un parc, réduit le cortisol, l'hormone du stress, améliore l'humeur et restaure la capacité d'attention. Au Japon, il y a une pratique appelée Shinrin-yoku, le baigne de forêt, simplement de marcher lentement dans les bois en étant présent aux sons, aux odeurs, à la lumière. Ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est de la médecine préventive. La 31e chose que personne ne te dit, c'est que tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi tu souffres pour commencer à aller mieux. Nous avons tendance à croire qu'il faut d'abord trouver la cause, remonter aux origines, tout expliquer avant de pouvoir guérir, mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, changer des comportements, des habitudes, des façons de penser produit du mieux-être même, sans que tout soit compris. La compréhension peut venir après ou pas du tout. L'important, c'est d'avancer. La 32e vérité, c'est que tu peux être en désaccord avec quelqu'un et rester bienveillant envers lui. Dans notre époque de polarisation, nous confondons souvent les idées et les personnes. Critiquer une idée, c'est possible. Rejeter une personne entière parce qu'elle pense différemment, c'est une réduction. La capacité à tenir la complexité, à dire je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point et pourtant je te respecte, est une forme de maturité intellectuelle et émotionnelle rare et précieuse. La 33e chose, c'est que la procrastination est rarement de la paressesse. Elle est presque toujours de la peur, peur d'échouer, peur de réussir et de ne pas être à la hauteur, peur du jugement. Peur de la perfection impossible, quand tu procrastines, ne t'aidise pas, tu es paresseux. Demande de toi plutôt de quoi tu as peur. La réponse est souvent révélatrice. Et une fois la peur identifiée, elle perd une partie de son pouvoir. La 34e chose que personne ne te dit, c'est que les gens heureux ne sont pas ceux qui ont moins de problèmes. Ce sont ceux qui ont développé une relation différente avec leurs problèmes. La résilience n'est pas l'absence de souffrance, c'est la capacité à traverser la souffrance sans se laisser définir par elle. Les personnes résilientes ne sont pas invulnérables, elles pleurent, elles dotent, elles souffrent. Mais elles ont développé des ressources intérieures, un sens, une connexion aux autres, une foi en leur propre capacité à s'en sortir qui leur permettent de continuer. La 35e vérité, c'est que ton niveau d'énergie est une ressource que tu peux gérer. Nous pensons souvent que l'énergie est quelque chose qui arrive ou qui n'arrive pas. Que certains jours on est en forme et d'autres non, sans vraiment savoir pourquoi. Mais l'énergie psychologique dépend de nombreux facteurs que l'on peut influencer, le sommeil bien sûr, mais aussi l'alimentation, le mouvement, les relations, le sens que l'on donne à ces activités, les frontières que l'on pose, les activités qui rechargent versus celles qui épuisent. Apprendre à gérer son énergie plutôt que son temps, c'est une révolution dans la façon de vivre. Prenons encore un moment ensemble, nous avons parcouru 35 vérités. Certaines t'ont peut-être touché plus que d'autres et c'est exactement comme ça devrait être. Ces vérités ne sont pas des injonctions, ce sont des invitations, des portes que tu peux choisir d'ouvrir ou non, à ton rythme, selon ta propre sagesse. Si tu apprécies ce voyage intérieur, je t'invite à t'abonner et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, un simple contenu partagé au bon moment peut changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Continuons ensemble. La 36e chose que personne ne t'a dit, c'est que l'acceptation n'est pas la résignation. C'est l'une des confusions les plus courantes en psychologie. Accepter une situation difficile, ce n'est pas dire que c'est bien, que ça ne fait pas mal, que tu ne veux pas que ça change. C'est simplement reconnaître la réalité telle qu'elle est sans lui rajouter la souffrance supplémentaire de la résistance. La souffrance, disent les bouddhistes, c'est la douleur multipliée par la résistance. On ne peut pas toujours choisir ce qui nous arrive, mais on peut choisir comment on y répond. La 37e chose, c'est que les frontières saines ne sont pas des murs, ce sont des portes. Une frontière saine, ce n'est pas une façon de fermer les autres dehors, c'est une façon de choisir qui entre, comment et quand. Les personnes qui n'ont pas de frontières finissent par se sentir envahies, épuisées, ressenties. Elles donnent par obligation plutôt que par désir. Et elles finissent par nourrir du ressentiment envers ceux qu'elles aident. Poser des limites claires, c'est paradoxalement ce qui permet des relations plus authentiques et plus généreuses. La 38e vérité, c'est que l'intelligence émotionnelle se développe tout au long de la vie. Ce n'est pas un talent inné réservé à quelques-uns, c'est une compétence. Elle comprend la capacité à reconnaître ses propres émotions, à les réguler, à comprendre les émotions des autres et à naviguer les relations sociales avec habileté. Et comme toute compétence, elle se développe avec de la pratique, de la réflexion et parfois de l'aide. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. La 39e chose que personne ne t'a dit, c'est que la culpabilité chronique est souvent un mécanisme de contrôle appris dans l'enfance. Si tu es quelqu'un qui se sent souvent coupable, même pour des choses mineures, même pour des choses sur lesquelles tu n'avais aucun contrôle, c'est peut-être parce que dans ton enfance, la culpabilité était utilisée pour réguler ton comportement
On t'a appris à te sentir responsable du bien-être des autres et cette leçon, intégrée profondément, continue à opérer à l'âge adulte. Reconnaître cela, c'est le début d'une libération. La 40e chose, c'est que tu peux avoir raison et perdre quand même. Avoir raison n'est pas toujours suffisant pour gagner un conflit, convaincre quelqu'un ou obtenir ce qu'on veut. Les relations humaines ne fonctionnent pas sur la logique pure, elles fonctionnent sur les émotions, les besoins, les peurs, les égos. Quelqu'un qui se sent attaqué ne peut pas entendre vos arguments, aussi justes soient-ils. Apprendre à communiquer avec habileté, c'est parfois mettre sa raison en second plan pour d'abord créer une connexion. La 41e vérité, c'est que la méditation n'est pas une technique de relaxation, c'est un entraînement de la conscience. Beaucoup de personnes abandonnent la méditation parce qu'elles ne se sentent pas relaxées, parce que les pensées continuaient de défiler, parce qu'elles trouvent ça ennuyeux ou difficile. Mais c'est précisément parce que les pensées défilaient que la méditation est utile. Chaque fois que tu remarques que ton esprit a vagabondé et que tu le ramènes doucement au présent, tu entraînes un muscle de conscience. Et ce muscle, avec le temps, change ta façon de vivre. La 42e chose que personne ne te dit, c'est que tu as le droit de changer d'avis. Dans notre culture, changer d'avis est souvent perçu comme une faiblesse, une incohérence, une trahison de soi-même, mais c'est exactement l'inverse. Changer d'avis face à de nouvelles informations, face à de nouvelles expériences, c'est de l'intelligence, c'est de la flexibilité psychologique. Les personnes qui ne changent jamais d'avis ne grandissent pas. Elles restent figées dans des certitudes, ce qui les protège peut-être, mais qui les emprisonne aussi. La 43e chose, c'est que la joie et la tristesse peuvent coexister. Nous avons tendance à penser les émotions comme exclusives. Soit je suis heureux, soit je suis triste. Mais la réalité émotionnelle est bien plus nuancée. On peut ressentir de la joie pour quelque chose et de la tristesse pour autre chose simultanément. On peut être ému aux larmes par quelque chose de beau. On peut rire un enterrement parce qu'on se souvient d'un moment drôle avec le disparu. Cette complexité émotionnelle n'est pas de la confusion, c'est de la richesse intérieure. La 44e vérité, c'est que les traumatismes non traités se transmettent de génération en génération. La recherche sur la transmission transgénérationnelle du trauma montre que les blessures non guéries d'une génération influencent la suivante. Pas nécessairement par les gènes, mais par les comportements, les schémas relationnels, les croyances transmises. Un parent qui n'a pas traité sa propre anxiété va, sans le vouloir, transmettre cette anxiété à ses enfants. Prendre soin, guérir ses propres blessures, c'est aussi un acte de protection pour ceux qui viennent après toi. La 45e chose que personne ne te dit, c'est que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est le fondement de tout amour authentique. On ne peut pas aimer vraiment depuis un espace de manque. Si tu te sens vide, tu vas chercher dans les autres quelque chose pour te remplir. Et c'est là que naissent les dépendances affectives, les relations fusionnelles, les attentes si possible. Quand tu t'aimes suffisamment, tu peux aimer sans avoir besoin d'être aimé en retour pour te sentir entier. Et paradoxalement, c'est là que les relations deviennent vraiment libres et vraiment belles. Nous approchons des 3/4 de notre voyage ensemble. Je veux te dire quelque chose de sincère. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie en ce moment, je ne sais pas si tu traverses une période difficile ou si tu vas bien, mais je sais que le fait que tu sois là, que tu prennes ce temps pour réfléchir, pour apprendre, pour te comprendre, dit quelque chose de beau sur toi, ça dit que tu prends ta vie au sérieux et ça c'est déjà beaucoup. Si ce contenu t'aide, pense à laisser un like et à t'abonner. Et maintenant, continuons. La 46e chose que personne ne te dit, c'est que l'ennemi de la profondeur, c'est la vitesse. Nous vivons à une vitesse qui ne permet pas la profondeur. Les relations superficielles, les pensées superficielles, les émotions superficielles. Tout va vite, tout est consommé rapidement. Mais ce qui a de la valeur dans la vie, les amitiés profondes, la connaissance véritable, la sagesse, la créativité, tout cela demande du temps, de la lenteur, de la patience. Apprendre à ralentir délibérément dans certains moments de ta vie, c'est une forme de résistance culturelle et une forme de soin envers toi-même. La 47e vérité, c'est que tu es plus courageux que tu ne le crois. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. Et si tu regardes ta vie honnêtement, tu verras des moments où tu as fait des choses difficiles, où tu as continué malgré la douleur, où tu t'es relevé après être tombé. Ces moments existent, ils font partie de toi. Et les reconnaître, les honorer, c'est construire une image de toi-même plus juste et plus solide. La 48e chose que personne ne te dit, c'est que le pardon n'est pas pour l'autre, c'est pour toi. Pardonner ne signifie pas dire que ce qui s'est passé était acceptable. Cela ne signifie pas réconciliation, oubli ou absence de conséquences. Pardonner, c'est décider de ne plus porter le poids de la rancœur.
C'est se libérer d'un poison qui ronge de l'intérieur. Les recherches montrent que les personnes qui pratiquent le pardon ont une meilleure santé physique, moins de dépression, moins d'anxiété. Le pardon est un acte de soin envers soi-même avant tout. La 49e chose, c'est que la comparaison entre ta vie intérieure et la vie extérieure des autres est profondément injuste. Tu te compares à ce que les autres montrent, et ce qu'ils montrent est presque toujours leur meilleur visage. Toi, tu te compares en connaissant tes doutes, tes peurs, tes pensées nocturnes, tes moments de faiblesse. C'est une comparaison radicalement asymétrique. Si tu pouvais voir la vie intérieure des autres avec la même honnêteté que tu vois la tienne, tu réaliserais que tout le monde doute, tout le monde a peur, tout le monde se sent parfois perdu. La 50e vérité, c'est que l'attention que tu portes à quelqu'un est l'un des cadeaux les plus précieux que tu puisses lui offrir. Dans un monde où tout le monde est distrait, être vraiment présent pour quelqu'un, l'écouter sans regarder son téléphone, sans penser à autre chose, sans préparer sa réponse pendant qu'il parle, c'est extraordinairement rare. Et les personnes qui ont la chance de vivre cette expérience d'être vraiment entendues s'en souviennent, l'attention est une forme d'amour, et comme l'amour, elle se manifeste dans les petits gestes du quotidien. La 51e chose que personne ne te dit, c'est que les croyances limitantes sont souvent des vérités d'un autre temps. Je ne suis pas doué pour ça, je ne mérite pas mieux. Les gens comme moi ne réussissent pas. Ces croyances ont souvent été formées dans l'enfance, dans un contexte particulier, avec les ressources d'un enfant. Mais tu n'es plus cet enfant, tu as grandi. Tu as acquis de nouvelles expériences, de nouvelles compétences, de nouvelles perspectives. Interroger ces croyances, se demander si elles sont encore vraies aujourd'hui, c'est un acte de libération. La 52e chose, c'est que l'acte d'écrire ce que tu ressens a un pouvoir thérapeutique démontré. Le chercheur James Pennebaker a mené des dizaines d'études sur ce qu'il appelle l'écriture expressive. Écrire pendant 20 minutes sur ses expériences émotionnelles difficiles, pendant plusieurs jours consécutifs, améliore la santé physique et mentale de façon mesurable. Écrire, c'est mettre de l'ordre dans le chaos intérieur, c'est donner une forme à ce qui était informe, c'est transformer l'expérience en sens. La 53e vérité, c'est que les personnes qui ont un sens fort de leur vie sont plus résilientes face aux épreuves. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration, l'a observé et théorisé dans son œuvre magnifique. Ceux qui avaient une raison de vivre, un sens à donner à leur souffrance, survivaient mieux que ceux qui n'en avaient pas. Ce sens n'a pas besoin d'être grandiose, il peut être simple. Être là pour ses enfants, créer quelque chose de beau, contribuer à sa communauté. Ce qui compte, c'est qu'il soit authentique et profondément tien. La 54e chose que personne ne te dit, c'est que tu peux choisir tes pensées, pas les empêcher d'arriver, mais choisir lesquelles tu nourrisses. Les pensées arrivent d'elles-mêmes. Tu ne peux pas les contrôler à la source, mais tu peux choisir sur lesquelles tu t'attardes, lesquelles tu alimentes avec ton attention et ton énergie. Une pensée négative qui passe est inoffensive. Une pensée négative à laquelle tu t'accroches, que tu rumines, que tu retournes dans tous les sens devient un problème. La pleine conscience t'apprend à observer tes pensées sans t'identifier. Elles passaient comme des nuages dans le ciel. Tu es le ciel, pas les nuages. La 55e chose, c'est que la gentillesse envers les inconnus a un effet mesurable sur ton propre bonheur. Des études en psychologie positive montrent que les actes de gentillesse, même petits, même envers des inconnus, augmentent le bien-être de celui qui les fait autant que de celui qui les reçoit. Tenir une porte, sourire, laisser quelqu'un passer devant toi dans une file, offrir un compliment sincère, ces micro-gestes ne coûtent presque rien. Et pourtant, il crée une onde de chaleur qui se propage et qui revient. Nous en sommes à 55. Il nous en reste 5. Et je voudrais que ces 5 dernières soient peut-être les plus importantes, les plus profondes, celles que je voudrais que tu emportes avec toi. La 56e chose que personne ne te dit, c'est que tu n'as pas besoin d'être guéri pour être entier. Nous vivons dans une culture qui cherche à réparer, à optimiser, à améliorer, comme si nous étions des machines en panne qu'il fallait remettre en état de marche. Mais l'intégrité psychologique ne signifie pas l'absence de blessures. Elle signifie la capacité à vivre pleinement avec ces blessures, à les intégrer, à les faire partie de soi sans qu'elles te définissent entièrement. Tu peux être blessé et entier en même temps, tu peux être imparfait et profondément humain en même temps. La 57e vérité, c'est que les moments ordinaires sont souvent les plus précieux. Nous attendons les grands événements, les voyages, les célébrations, les accomplissements pour être heureux, mais la vie se passait surtout dans les moments ordinaires. Un café du matin, une conversation avec un ami, la lumière du soir sur un mur, un enfant qui rit. Ces moments passent inaperçus parce que nous ne sommes pas présents.
La pleine conscience, dans sa forme la plus simple, c'est apprendre à être là, vraiment là, dans ces moments qui semblent insignifiants et qui sont en réalité la texture de la vie. La 58e chose que personne ne t'a dit, c'est que tu as le droit d'être heureux sans raison particulière. Le bonheur n'a pas besoin d'être mérité, il n'a pas besoin d'être justifié. Il n'a pas besoin d'attendre que tout soit parfait, que tous tes problèmes soient résolus, que tu aies atteint tes objectifs. Tu as le droit de ressentir de la joie maintenant, même imparfaitement, même provisoirement, même sans savoir si ça va durer. La joie n'est pas une récompense, c'est une façon d'être au monde. La 59e chose, c'est que tu es déjà en ce moment suffisant. Pas parfait, pas arrivé, pas terminé, mais suffisant. Il y a une différence entre vouloir grandir, s'améliorer, évoluer, ce qui est magnifique, et croire qu'on n'est pas assez tel qu'on est. Cette croyance, je ne suis pas encore assez bien, est l'une des sources les plus profondes de souffrance dans notre société. Tu peux te développer et te respecter en même temps. Tu peux aspirer à plus et te sentir entier maintenant. Ce n'est pas une contradiction, c'est la sagesse. Et la 60e chose, la dernière, la plus importante peut-être, c'est que ta vie a de la valeur non pas parce que tu accomplis des choses, mais parce que tu existes. Dans notre culture de la performance, nous confondons notre valeur avec notre utilité, avec nos accomplissements, avec ce que nous produisons. Mais un enfant qui vient de naître a une valeur infinie sans avoir encore rien accompli. Un vieillard en fin de vie qui ne peut plus rien faire a une valeur infinie. Cette valeur ne se gagne pas, elle ne se perd pas. Elle est là, fondamentale, irréductible, et elle est en toi maintenant, telle que tu es. Voilà. 60 vérités, 60 invitations à te regarder avec plus de douceur, plus de curiosité, plus de bienveillance. Je veux prendre un moment maintenant pour récapituler ce que nous avons traversé ensemble. Nous avons parlé de l'influence de l'environnement sur nos comportements, de la façon dont notre mémoire reconstruit le passé, de la valeur de l'ennui et de la solitude, de nos biais cognitifs, ce biais de négativité, cet effet de projecteur, ces coups irrécupérables qui nous emprisonnent parfois. Nous avons parlé de la respiration, du corps, du sommeil comme outil de santé mentale, de l'attachement, des traumatismes, des croyances limitantes et héritées de notre histoire. De la gratitude, de la méditation, de l'écriture comme pratique de transformation, de l'empathie, des frontières, du pardon, comme pilier des relations saines. Et de cette vérité fondamentale que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être entier, que tu es déjà suffisant, que ta vie a de la valeur simplement parce que tu existes, ce sont des vérités simples. Mais simple ne veut pas dire facile. Les vivre, les incarner, les intégrer dans le quotidien, c'est un travail de toute une vie. Et c'est pour ça que nous sommes là, ensemble, à continuer d'apprendre, de grandir, de nous comprendre. Je voudrais te laisser avec une image. Imagine un arbre en hiver. Il semble mort, figé, sans vie. Mais sous la terre, les racines travaillent, elles s'étendent, elles se renforcent, elles se préparent. Et au printemps, la vie revient. Parfois dans nos vies, nous traversons des hivers intérieurs. Des périodes où rien ne semble pousser, où tout semble figé. Mais sous la surface, quelque chose se prépare. La croissance se passe souvent là où on ne la voit pas. Dans les doutes, dans les moments de questionnement, et un jour quelque chose fleurit, quelque chose que tu n'attendais plus, fais confiance à ton propre processus, fais confiance au temps, fais confiance à la vie qui est un toi. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici, merci d'avoir pris ce temps pour toi. Merci d'avoir été présent à ces 60 vérités, même celles qui t'ont mis un peu mal à l'aise, surtout celles-là peut-être. Si ce contenu t'a été utile, je t'invite sincèrement à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, les mots que l'on partage arrivent exactement au bon moment dans la vie de quelqu'un. Et cette simple action peut faire une vraie différence. On se retrouve dans le prochain épisode. Ici là, prends soin de toi avec douceur, avec patience, avec cette bienveillance que tu mérites autant que tu la donnes aux autres.